Bonjour Alexandre. Bonjour Charlotte. On va avoir le plaisir de rebondir un petit peu peut-être sur cette présentation d'Olivier qu'on remercie pour le travail déjà parce que c'était superbe et super inspirant. De ton côté, on t'a invité, tu es directeur marketing de Burger King, pour ouvrir cette première partie qu'on a appelée Fairy Tale, donc comment réenchanter le commerce. Vous l'avez fait avec Burger King, notamment à travers la communication. Vous nous avez fait rire, c'était pas rien cette année, avec Fred Testo notamment. Et Kantar, j'ai vu récemment, a fait de cette campagne, ou en tout cas dit de cette campagne, qu'elle était parmi les plus efficaces au monde cette année. Est-ce que tu confirmes? Alors je confirme et je crois beaucoup justement au plaisir et justement dans une période qui a été extrêmement compliquée, de parler de valeurs simples et de justement communiquer sur ces valeurs de plaisir et de communiquer au bon moment. Ok, du coup Fred Testo était un bon ambassadeur pour cette façon de parler. Oui, en fait, ce qu'on voit globalement, c'est qu'on est dans une période où c'est pas facile de prendre des décisions. On doit justement communiquer au bon moment avec le bon message. Et j'ai envie de dire que ce qui nous a permis justement de beaucoup faire parler de la marque cette année, alors qu'on a énormément réduit le budget média. Il faut savoir qu'on a réduit le budget média de 30 à 40% pour Burger King l'année prochaine, puisque nos restaurants ont été fermés, l'activité très impactée. Et c'est pourtant une année où on a beaucoup fait parler de la marque, parce qu'on a beaucoup utilisé justement un bon mix entre les médias traditionnels et surtout tout ce qui est organique autour de la marque. Et ce qu'on a réussi à faire, je pense, et c'était une année décisive pour nous, c'est qu'on a réussi un peu à casser les codes et à changer les habitudes qu'on avait. Et c'est vrai qu'on a beaucoup appris en marketing à faire finalement, à un peu tout contrôler, à tout tester auprès du consommateur. Et globalement, on se rend compte qu'on ne peut plus, dans un monde qui bouge très vite, tout tester, parce que forcément, quand on va tester une campagne ou un insight, 2 semaines, 3 semaines plus tard, on sera à contre-courant. Ouais. Et il faut qu'on se mette un peu en danger, c'est-à-dire que si on veut engager le consommateur, on ne peut pas tout contrôler et mettre en place des campagnes qui sont parfaites. Il faut que les campagnes aient des aspérités sur la marque. Il faut que la marque soit un peu moins parfaite. Et c'est ce qui permet de générer des conversations. Donc c'est ce qu'on a fait. Et l'une des campagnes, tu as parlé de Fred Testo, mais il y a aussi cette campagne qui pour moi est très symbolique, qui est la campagne qu'on a lancée au moment du 2e confinement, qui est cette campagne commandée chez McDo, avec une annonce presse. Et en fait, cette campagne, on n'aurait pas pu la tester, puisque si on l'avait testée, le timing était très important, puisqu'on l'a mise en presse 2 jours après les annonces du gouvernement sur la refermeture des restaurants en novembre. Ouais. Et c'est une campagne, si on l'avait testée, forcément, on n'aurait pas pris les risques. Je rappelle que cette campagne, c'était une vraie campagne de solidarité, puisqu'on appelait les consommateurs à les consommer partout, et notamment chez notre principal concurrent. Ouais. Donc forcément, ça a généré des conversations. Une annonce presse, quand on parle que la presse est morte, une annonce presse, on a eu dans le monde 17 milliards d'impressions avec cette campagne et 4,5 millions d'interactions organiques. Donc voilà, c'est colossal et ça montre bien qu'aujourd'hui, l'engagement des consommateurs avec de la création, nous on croit beaucoup dans la création, c'est justement être capable de faire des campagnes qui font sourire, qui font rire, qui engagent. Et justement, on pense, nous en tout cas, que le pouvoir de l'organique, il est colossal. Si on s'appuie justement sur, en tout cas si on est audacieux et qu'on prend des risques. Tu me disais qu'il fallait aussi apprendre en effet à lâcher prise, à s'éloigner de ce côté un peu contrôle fric qu'on peut avoir dans l'industrie parce qu'on a un peu peur du lendemain. Et j'aimais bien ce que tu m'as raconté sur votre façon de décider les choses ou plutôt de converser avec l'agence, puisque votre canal de décision et de communication, c'est WhatsApp. Il n'y a pas de réunion, c'est... Alors il y a aussi des réunions, hein, on ne fait pas que du WhatsApp, mais il y a aussi des réunions. Mais c'est vrai que sur des campagnes qui sont comme ça, où il est très important de communiquer au bon moment, c'est vrai qu'on a un canal WhatsApp où on est capable de prendre des décisions très rapidement. On a les décideurs, donc le patron de l'agence, Georges Mohamed Cherif, et puis les personnes clés dans mon équipe, et on prend des décisions très rapidement en effet, ce qui nous permet justement d'être prêts au bon moment. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas forcément à l'aise, c'est compliqué parfois de prendre des décisions qui sont compliquées à prendre, mais on va dire que c'est des décisions qu'il faut prendre tout de suite, sinon on ne les prend jamais. Et je pense que c'est très important aujourd'hui. C'est ce qui fait que la marque Burger King a, je pense, autant de buzz. C'est qu'on est capable de prendre des bonnes décisions, mais on le fait toujours avec une grille de lecture qui est très claire. C'est-à-dire qu'on a une promesse de marque qui est très claire, justement autour du plaisir authentique accessible à tous, qui est un élément pour nous. Et donc, dans nos campagnes, on veut transmettre ce plaisir avec des choses qui font du sens. Et je pense que justement,
dans cette période difficile de la Covid, on a réussi à chaque fois à communiquer. On voit par exemple derrière nous le masque autour des bornes de commande au Drive pour rassurer justement les consommateurs sur le fait qu'on met en place toutes les consignes, toutes les règles de sécurité dans les restaurants. Donc c'était un élément très important pour le client et je pense qu'on a réussi à le faire à chaque fois avec des communications décalées qui ont fait rire et du coup qui ont encore plus sensibilisé le consommateur. En réinventant aussi le média, parce que c'est vrai qu'on voit les bornes, mais il y a eu ces vitrines qui étaient exploitées pour rappeler la distanciation sociale, les chapeaux de la même façon. On se rappelle au tout début du confinement des bâches géantes pour dire aux gens qu'ils encouraient une amende aussi. Est-ce que l'innovation média est un fil rouge? Est-ce que vous réfléchissez aussi en termes de nouveaux médias explorés ou pas tant que ça? Alors, l'innovation média, elle est clé. J'ai envie de dire que sur les médias, et notamment quand on parle des réseaux sociaux, on essaie d'y aller avec toujours une approche qui est une approche où on peut apporter quelque chose aux médias. On parle beaucoup notamment de TikTok, j'en parle avec Arnaud Cabanis qui me dit « mais vous n'êtes pas sur TikTok, pourquoi Burger King n'est pas sur TikTok ?» Sur les jeunes, l'impact de notre média est colossal et en fait on n'y est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé la clé pour y aller. On est sur Twitter avec des punchlines très puissantes et en fait sur Twitter on n'est pas perçu comme une marque qui communique sur Twitter pour influencer les gens, on est perçu comme un référent, on est perçu comme un de plus sur Twitter qui apporte de la valeur par exemple. Sur TikTok on ne l'a pas encore trouvé, donc on n'y est pas parce qu'on considère que les personnes qui vont sur un réseau social, c'est pour qu'ils soient entre eux, avec leurs amis, et pour qu'ils puissent être dans une zone, on va dire, de confiance. Si les marques arrivent sans valeur ajoutée, on détruit un peu la valeur de ce média, et en fait, les gens vont s'en aller. Donc, quand on y va, on essaie d'apporter de la valeur pour créer une connexion, et c'est ce qui apporte de la valeur aux marques. Donc oui, bien sûr, je pense que le média, la création et le média n'a jamais été si important aujourd'hui parce que c'est ce qui permet de générer de l'engagement. Donc voilà, parfois on n'y va pas, on a le courage parfois d'y aller, parfois on a le courage de ne pas y aller quand on pense qu'on n'a pas craqué, mais on y travaille en tout cas. Ouais, prochain craquage, voilà. Du coup, mais c'est intéressant parce qu'il y a 2 secondes, il fallait justement lâcher prise et tester des choses. Et pour le coup, sur TikTok, vous n'en êtes pas tout à fait là. Donc là, la nuance, finalement, c'est l'instinct, c'est la conviction. Oui, je pense que quand on connaît bien une marque, encore une fois, je pense que chaque marque a une personnalité, on connaît sa promesse de marque, donc il faut bien comprendre sa marque. Et souvent, vous verrez, en général, quand on teste des choses auprès du consommateur, on est rarement surpris, c'est-à-dire que quelque chose qui nous plaît énormément, ça résonne chez le consommateur. Après, c'est vrai qu'il y a des campagnes qui sont plus difficiles. La campagne Moldy Whopper, par exemple, où on voit un burger qui se décompose, c'est des campagnes qui sont très audacieuses, mais encore une fois, c'est un moyen aussi de parler d'un sujet très important. Donc, j'ai envie de dire que l'instinct, ça reste quand même un élément fondamental, et c'est pour ça qu'on est capable de prendre des décisions rapides, parce qu'on connaît bien notre marque, on sait globalement, on connaît bien notre consommateur, et donc on est capable de prendre des bonnes décisions. Et je pense que, alors après, c'est toujours plus facile à dire, et ça dépend des cultures d'entreprise. On a une culture du risque chez Burger King. On croit encore une fois dans la création. Et dans la créativité, on a des agences pour centre avec des petites agences dans le monde entier, Buzzman en France, on a David à Madrid ou à Miami, on a BBH Londres, donc on travaille avec des agences très fortes là-dessus qui nous challengent aussi, qui nous font évoluer. Et du coup, en effet, on a une culture peut-être de la création plus forte et donc on est capable de prendre des décisions rapides. Vous avez expérimenté, on a vu des images du Burger Mystère, le terrain de la gamification, du gaming, en France comme dans d'autres pays d'ailleurs. Quel est le retour d'expérience que tu peux faire peut-être à ce sujet? Alors là aussi, dans le retail, on sait que la promotion est très importante et on sait que c'est un vecteur d'attraction des consommateurs, hein, le prix, l'attractivité prix, la promo. Et là encore, on essaie de faire des promos qui sont des promos innovantes. Pas simplement en France, dans le monde entier. Il y a eu récemment notamment une campagne dans un jeu vidéo, que ce soit Steven Age, où on a hacké le jeu vidéo FIFA, ou récemment avec le NBA 2K, où si on mettait des paniers du centre de terrain, on pouvait avoir des Whoppers offerts ou des produits Burger King offerts. Ça s'est fait en Espagne, et nous aussi en France. C'est-à-dire qu'on pense qu'on doit réinventer la promotion avec une notion de gaming et de surprise. Et donc, c'est ce qu'on fait notamment avec Burger Mystère. Burger Mystère, c'est une promo prix, mais elle a un truc de différent. C'est-à-dire que vous achetez un burger à 2 €, mais par contre, on découvre le burger qui est dans la boîte que quand on ouvre la boîte. Donc, dans un concept d'unboxing très à la mode, notamment sur les réseaux sociaux. Et on a testé justement cette campagne, donc d'un burger à 2 €, mais on peut tomber sur un burger fish ou un burger ou un steakhouse, l'un de nos burgers phares, contre le fait de proposer par exemple notre burger phare steakhouse ou Whopper à 2 €. Et en fait, le fait qu'il y ait cet aspect de surprise, même si on peut avoir une déception, est plus intéressante parce qu'il y a un côté surprise
qui tout simplement engage encore une fois, et c'est une promo différente. Ouais, voilà. Tout à fait, c'est le côté fairy tale, on se retrouve avec la pochette surprise de notre enfance. Exactement. Et on préfère un petit jouet pourri peut-être, enfin, sans dire que le Burger Fish est pourri. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on passe d'une relation transactionnelle à une relation expérientielle où on transmet des émotions. Et je pense que la promo, c'est pas simplement baisser le prix, c'est justement avoir justement un challenge avec le consommateur, rajouter de l'expérience, rajouter du gaming. Et encore une fois, la marque, elle doit être innovante en tout. On a parlé du média avant, de la création, dans les promos, on doit être innovant, dans l'expérience client, on doit être innovant, dans la manière dont on parle au consommateur, on doit être innovant. Et on doit retrouver justement ce capital sympathie de la marque et ce capital très authentique de la marque dans tout ce qu'on fait. Sinon, si on n'a pas cette consistance, et même sur les sujets sociétaux, mais si on n'a pas cette consistance de marque, en fait, la marque, elle n'est pas cohérente en fait, pour le consommateur. Donc on décrit que derrière, il y a du marketing. Et alors, on sait que derrière toutes les marques, il y a du marketing, mais il faut que, justement que ce marketing, il soit en second plan et qu'en premier plan, justement, on laisse apparaître un peu les imperfections de la marque. Et c'est ce qui fait que, globalement, le consommateur, il est plus indulgent. Il y a de l'aspérité. Dernière chose, on retrouve justement le plaisir de pouvoir déjeuner, dîner dehors. Votre dernière campagne avait vocation justement à proposer aux gens de revenir dans les magasins. Votre logique Drive-to aujourd'hui, elle est sur quoi Drive-to, il faut continuer sur autant le drive, la livraison que le magasin, ou vous voulez vraiment accélérer sur le retour au physique? Alors, je pense c'est une très bonne question et je pense que toutes les marques se posent cette question et je pense qu'on n'a pas la solution. Nous, en tout cas, la philosophie qu'on essaie d'appliquer, c'est que déjà, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a le contenant et le contenu. Le contenu, c'est ce que veut le consommateur et on ne peut pas aller contre ce qu'il veut. Et c'est vrai que si un consommateur veut être livré à domicile, il faut qu'on soit capable de lui livrer le meilleur produit à domicile de la meilleure manière possible. Et ça, on ne peut pas lutter contre. Donc c'est une réalité de marché et donc il faut qu'on y réponde. C'est le contenu et le contenant, c'est la manière dont on le fait et la manière justement dont on est plus visible que les autres. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que ça, c'est très important avant de parler on a 3 minutes de retard, à emporter Charlotte. ou sur place, de se dire qu'il faut qu'on arrive à répondre à ses besoins et de le faire d'une manière très, très innovante. Il faut savoir que nous, par exemple, pourquoi c'est très important qu'on soit encore plus fort sur le contenu et le contenant, c'est qu'on est, quand on regarde, le budget numéro 100 en France. Donc forcément, avec notre budget média, on ne va pas beaucoup rayonner, on ne va pas être trop visible, parce que nos concurrents, ce n'est pas simplement nos concurrents directs de la restauration. Nos concurrents, ce sont toutes les marques, parce que notre consommateur, il a un temps, on va dire, de cerveau disponible dans sa journée. Donc globalement, il faut qu'on arrive à l'intéresser plus que les autres. Et on ne l'intéresse pas simplement par de la puissance, aujourd'hui, on l'intéresse aussi par de l'engagement et ce qu'on a à lui raconter. Donc c'est pour ça que contenu, contenant, c'est très important. Il y a beaucoup de marques qui sont très bonnes dans le contenu, mais dans le contenant qui n'arrivent pas à toucher le consommateur, et à l'inverse, d'autres qui sont très bonnes dans le contenant, mais qui n'ont pas le contenu nécessaire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je pense qu'il n'a jamais été aussi important, on parlait avant du plaisir du shopping, de travailler l'expérience sur place. On voit qu'il y a une tendance vers la convenience, la vente à emporter, le drive. Il y a une accélération de 2-3 ans sur les 12 derniers mois. Et il est clair qu'il y a un business, il y a un boom de business sur la vente à emporter et la convenience incroyable. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille l'expérience sur place. Il faut qu'on upgrade l'expérience sur place pour redonner ce plaisir aux consommateurs de venir chez nous. Il faut qu'on réenchante, il faut qu'on innove. Parce qu'en fait, le sur-place, c'est là où la marque, elle existe. Si demain, on n'est pas capable de faire revenir les gens chez Burger King et qu'ils soient enchantés par l'expérience qu'ils ont, donc des très bons produits, des plus sur place, une expérience incroyable, une relation humaine incroyable, en gros, c'est là où on crée de l'attachement. Ah ouais. Et sinon, demain, si on ne travaille que de la vente à emporter, on va devenir une sorte de dark kitchen avec des magasins, en fait, ou des restaurants. Et là, on a perdu le combat parce que d'autres auront un business model qui sera plus efficace que le nôtre. Et puis c'est vachement moins bon quand c'est là, exactement. Donc, il faut vraiment qu'on innove là-dessus, qu'on réenchante l'expérience sur place, redonner du plaisir. On l'a vu avant du shopping. Et je pense que c'est l'une des clés du succès de demain. Arriver à équilibrer la vente à emporter très efficace avec une expérience sur place, avec un lien émotionnel très fort. Merci beaucoup, Alexandre. Et à tout de suite pour la prochaine séquence.